Focus Pays Sénégal sur l'état du journalisme et des médias. Donc très rapidement, nous allons présenter et accueillir les panélistes dans quelques instants qui vont discuter, qui vont échanger justement par rapport à leur expérience, par rapport à leur connaissance sur le paysage médiatique au Sénégal. Ça va durer une petite 50aine de minutes et ensuite nous consacrerons 20 minutes aux questions éventuelles du public. Donc sans plus attendre, je demande du coup à Monsieur Ndiaye, directeur du CESTI et l'UCAD, de me rejoindre sur l'estrade, à Madame Bob, directrice de publication au journal L'Enquête, à Monsieur Ban pour radiodiffusion, télévision sénégalaise, et finalement Madame Loum, présidente du RIF ARMRC au Sénégal. On va commencer par une petite présentation de nos panélistes. On va commencer avec vous, Monsieur Ndiaye. Donc, du coup, vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et directeur du CESTI, qui est une école de formation en journalisme ayant rang de faculté. Et depuis le 27 mai 2022, vous êtes président du réseau Théophraste, qui est un réseau mondial francophone des écoles de formation en journalisme, membre du conseil des réseaux de l'Agence universitaire de la francophonie. Vous avez mené de multiples recherches en sciences de l'information sur les questions liées à la désinformation et aux multimédias, au web-journalisme et à la communication. Et vous avez fait plusieurs travaux sur le journalisme et la communication. Et vous allez plutôt nous parler de la situation générale de la presse et de la formation dans le contexte sénégalais. Madame Bob, vous êtes directrice de publication au journal L'Enquête. Vous êtes titulaire d'un master en communication à l'Institut de management et de la communication et d'un master communication média au CESTI. Vous êtes actuellement la directrice de publication du journal Enquête, qui est un quotidien d'information générale. Vous êtes la première journaliste sénégalaise à être nommée au poste de directrice de publication d'un quotidien. Vous êtes également présidente de l'Association sénégalaise des critiques de cinéma. Vous avez participé à divers ateliers de formation sur la critique cinématographique et vous avez eu la chance de couvrir de grandes rencontres cinématographiques sur le continent, dont par exemple les éditions du Festival panafricain du cinéma et de l'audiovisuel à Ouagadougou. Et vous allez plutôt concentrer vos interventions sur la crise que traverse aujourd'hui la presse sénégalaise, qui se retrouve à un moment où elle doit vraiment revoir ses modèles économiques et s'interroger sur son évolution par rapport au numérique. Et c'est particulièrement vrai pour le cas de la presse écrite. Vous, Monsieur Ban, vous êtes donc journaliste à la radiodiffusion télévision sénégalaise, RTS. Vous êtes diplômé du CESTI depuis 2013 et vous êtes titulaire d'un diplôme spécialisé en journalisme et communication au CESTI. Vous avez 12 ans d'expérience dans le métier et vous êtes aussi professeur au CESTI sur le montage vidéo, notamment pour le téléphone mobile. Et vous êtes rédacteur en chef de la matinale Kenkelimba, j'espère. Kenkeliba, pardon, qui est une plante aromatique qui comme un peu... Que l'on prend le petit matin. Voilà, c'est ça. Des petits déjeuners. Voilà, c'est ça. Et vous allez nous parler des journalistes, des médias publics au Sénégal, des médias à l'ère des réseaux sociaux et comment ils doivent s'adapter, innover pour faire face justement à la montée en puissance des réseaux sociaux et comment il faut que les journalistes aussi intègrent cette évolution pour pouvoir justement s'adapter à elle. Et finalement, j'introduis Madame Loum, qui est une journaliste engagée, qui est consultante et communicante. Vous êtes la présidente du réseau international des femmes, créé sous la tutelle de l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires, qui est une organisation qui regroupe des communicatrices et des journalistes travaillant pour assurer le droit des femmes à communiquer à travers et au sein des radios communautaires. Le RIF travaille à changer l'image des femmes dans les médias et vous collaborez également avec des institutions publiques et privées, nationales et internationales, pour promouvoir des solutions systémiques aux défis des jeunes femmes. Vous êtes également vice-présidente de l'Association des femmes médias du Sénégal, représentante pays de médias et démocratie, et finalement, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal. Et vous allez nous parler au sein de cette table ronde
la place des femmes et vous allez nous parler de la place des femmes dans les médias et les difficultés auxquelles elles font face. Quelle est la représentativité de ces femmes au sein des médias et quelles sont les dispositions que prennent les médias justement pour assurer aux femmes leur juste place. Donc, je m'adresse à vous, Monsieur Ndiaye, en votre qualité de professeur. Pour nous, aujourd'hui, cet après-midi, quelle est la situation des médias, des journalistes aujourd'hui au Sénégal et quels sont les grands défis auxquels ces médias et ces journalistes sont confrontés au Sénégal? Alors au Sénégal, quand on parle de la presse, quand on parle des médias, il faut d'emblée faire une distinction entre les journalistes du service public et les autres journalistes, notamment les journalistes dits de la presse privée. Pour ce qui concerne ces journalistes-là, ils vivent une situation très difficile. Voilà, je disais que les journalistes de la presse privée de manière générale vivent une situation très difficile, tant sur le plan économique que sur le plan juste des libertés de mise en œuvre de leur profession. Alors, quand on parle de la presse au Sénégal aussi, il faut dire qu'il y a toujours eu deux aspects qu'il faut analyser. D'abord, sur sa relation avec le pouvoir politique, mais aussi par rapport au modèle économique. Bigué reviendra là-dessus, mais aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ce qui arrive à la presse au Sénégal sans aborder ces deux aspects, le politique et l'économique. Concernant le pouvoir politique, depuis toujours, moi en tout cas, parce que j'ai fait beaucoup de travaux sur les relations entre la presse et le pouvoir au Sénégal, mais cette relation-là a toujours été conflictuelle. Alors d'abord, du temps de Senghor, c'était le parti unique, la télévision publique, c'est tout. La télévision et la radio publique. L'opposition n'avait pas accès à la presse. Et ça a été un problème quand vers la fin, Abdou Diouf, du règne socialiste, bien sûr, le parti socialiste a régné pendant 40 ans au Sénégal. Abdou Diouf a contribué à libéraliser aussi bien les partis politiques, mais aussi la presse en autorisant des radios ou comment dirais-je, des journaux comme Walfadjri. Vous voyez, Sud FM aussi est né en 1996 dans cette mouvance-là. Mais malgré tout, avec l'arrivée de Macky Sall, on a constaté également un développement de la presse dans toutes ses formes. Et à partir des années, disons 2015-2016, la presse elle-même, les journalistes eux-mêmes, ont demandé que ce secteur-là soit réorganisé. Parce qu'on ne savait plus qui était journaliste et qui ne l'était pas. Et c'est dans ce sens-là qu'un code de la presse a été mis en œuvre. Ce code de la presse était censé organiser la profession et aussi éviter les nombreux problèmes que les journalistes rencontraient. Parce qu'il faut savoir qu'Abdoulaye Wade, en 2000, quand il est arrivé au pouvoir, il a pensé à juste titre que la presse privée l'a aidé à venir au pouvoir. Et donc, quand il s'est installé au pouvoir, il a pensé pouvoir les mettre au pas. Et ça n'a pas marché. Surtout sur la question casamançaise. Des journalistes dont Sophie Malibo de RFI a été renvoyée parce que elle s'intéressait à ces questions-là. Toute une rédaction de Sud FM a été convoquée au poste parce que tout simplement, le journaliste Gassama voulait diffuser une interview de Salif Sadio. Donc, c'était assez compliqué, quoi. Plus Madiambal Diagne, qui a été gardé 15 jours en prison, il suffisait de faire un éditorial pour que vous soyez inquiétés, etc. Et donc, il fallait un code, une nouvelle législation, parce que la loi de 1996 était devenue obsolète. Il fallait une nouvelle loi. Donc, nous tous, acteurs de la presse, nous étions contents d'avoir un nouveau code de la presse. Mais le code de la presse qui a été voté et promulgué pendant l'été 2017, c'était en juillet et août pour la promulgation, malheureusement, avait des dispositions qui étaient liberticides, notamment par rapport à une autorité administrative qui pouvait fermer un groupe de presse, mais aussi sur même les caractéristiques qu'il fallait avoir pour être directeur de la publication ou rédacteur en chef. Moi, je me souviens bien, dans ce dernier séminaire, c'était à Saly Portudal, j'y étais, on avait demandé à ce qu'on baisse plus ou moins ces exigences-là
pour que le directeur de publication ne puisse plus jouir de 10 années comment dirais-je, d'expérience et que le rédacteur en chef, etc. Je pense que c'était 7 années. Okay. Et tout ça, aujourd'hui, ce que les acteurs avaient déterminé et qui est sorti dans la loi, c'est aujourd'hui ce que ce nouveau pouvoir tient à exécuter. Voyez. Et du coup, le nouveau ministre a demandé au groupe de presse de se déclarer. Il y en a eu, si ma mémoire est bonne, 639 déclarations et 258 groupes de presse ont été autorisés. Donc, il y a eu 381 qui ne sont pas reconnus aujourd'hui. Et qui, récemment, peut-être que vous avez la date exacte, le ministre de la Communication a sorti un arrêté pour demander à tous ces organes de presse de cesser leurs activités. Et c'est ça qui constitue aujourd'hui la difficulté par rapport au monde politique concernant la presse. Concernant le plan économique, il faut savoir que la presse sénégalaise, en tout cas, le modèle économique n'est pas très clair. Le modèle n'est pas viable. Quel que soit le type que vous prenez, il n'y a que les supports de journalisme du service public qui marchent tant bien que mal parce que soutenus par l'État. Okay. Mais toutes les initiatives privées, personnelles, ne fonctionnent pas convenablement. Et donc, je ne veux pas trop empiéter sur le discours de Bigué, mais il faut savoir que l'État a bloqué l'aide à la presse depuis 2 ans, qui est dans la loi. Et en dernier lieu, il y avait aussi des contrats, semble-t-il, qu'ils avaient signés avec l'État et exécutés, et ces contrats sont impayés. Je travaillais avec un groupe de presse qui me disait que l'État leur doit une facture de 200 millions. Et jusqu'à présent, apparemment, cette facture-là n'a pas été réglée. Ouais. Malgré tout, lors du discours sur le 3 avril, le président de la République a demandé à tous les groupes de presse qui ont des factures de venir les présenter. J'espère que sur ce point-là, on va vers le dégel, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé très clair. Du coup, ça me fait une excellente transition avec vous, Madame Bob, pour nous expliquer, après la discussion sur les difficultés que les médias rencontrent avec le politique, mais on va aller un peu plus bas dans l'analyse sur les difficultés économiques, et notamment celles de la presse écrite. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, nous exposer les enjeux, et quelles sont les lignes à creuser, à parcourir pour justement avoir une pérennité de la presse de point de vue économique? Merci beaucoup, Monsieur Moustache. Merci à M. Ndiaye qui a bien campé le décor. Et il a raison de dire que toutes les initiatives privées rencontrent des problèmes. Et l'on sait tous, pour nous qui travaillons dans ce domaine-là, que la presse sénégalaise vit une crise de survie. Mais ce qui est le plus triste, c'est qu'on est encore en train d'appliquer des recettes du passé qui n'ont jamais en fait, eu les résultats escomptés. Pour la presse écrite, par exemple, le coût du papier, on le sait, c'est pas qu'au Sénégal, le coût du papier a augmenté de façon exponentielle depuis la crise de la Covid. Et chez nous, à cela s'ajoute l'augmentation du prix de l'électricité. Seulement, depuis plus de 20 ans, les journaux, pour la plupart, sur une quarantaine de parutions, 35 ou 37 coûtent 100 francs CFA, c'est-à-dire soit environ 0,15 €. Donc, l'essentiel de notre modèle économique pour la presse écrite repose sur la vente et sur la publicité, et plus d'ailleurs sur la publicité. Seulement, cette publicité-là, on l'apprenait chez les privés. Mais depuis la pandémie, les privés n'achètent presque plus chez nous. Et aujourd'hui aussi, les privés se sont tournés vers d'autres formes de publicité. Le marketing digital, ils vont aller voir les influenceurs, donc n'achètent presque plus de publicité chez nous, la presse traditionnelle. Au Sénégal, donc, l'essentiel de nos recettes publicitaires venait des conventions signées avec les agences nationales, les ministères, et autres. Mais depuis l'avènement du tandem Diomaye-Sonko, le Premier ministre a demandé à ce que
toutes les conventions soient suspendues. Toutes les conventions, depuis plus d'1 an, toutes les conventions publicitaires ont été suspendues, ce qui a fait que la presse est dans encore une précarité beaucoup plus accrue, parce qu'on n'a presque plus, à part la vente, de rentrée d'argent. Et pour de nombreuses entreprises de presse, ces conventions vraiment représentaient la dernière source de revenus réguliers dans un contexte où, comme je l'ai dit tout à l'heure, les annonceurs privés investissent le marketing d'influence ou les plateformes numériques. Et les rédactions aujourd'hui multiplient les retards de salaire, les licenciements et les situations de dépendance éditoriale. 2 quotidiens sénégalais détenus par le même groupe Africom ont disparu des kiosques. Certains parlent d'un prétexte. Mais voilà, c'est-à-dire que le patron a profité de cette situation et ils ont disparu de l'environnement économique. Et plus grave encore pour moi, c'est que ces deux quotidiens-là appartenaient au président du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse. Le patronat, CEDEPS, c'est le patronat de presse, et ce sont ces journaux qui ont disparu en premier. Et dans ce contexte économique délétère affaibli de manière structurelle la liberté de la presse. Une rédaction sous pression financière constante devient vulnérable aux pressions politiques, à l'autocensure, voire à la soumission intéressée. Moins autonomes, les journalistes hésitent à enquêter ou à critiquer ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui. Des journalistes, chroniqueurs, activistes ont déjà été arrêtés pour diffusion de fausses nouvelles. Au Sénégal, un ancien commissaire de police, homme politique ou activiste, a été arrêté pour avoir dit qu'il y a des tensions entre le Premier ministre et le président de la République. Donc, même maintenant, nous, en fait, beaucoup s'autocensurent, surtout depuis que le Premier ministre est passé à l'Assemblée nationale pour dire que maintenant, il ne pardonne rien et ils vont effacer. C'est le mot qu'il a utilisé. Ils vont effacer tous ceux qui donneront des informations fausses sur eux. Qu'est-ce qu'ils appellent informations fausses? C'est là où se trouve le problème. Parce qu'il y a encore beaucoup de désinformation, mais on n'attaque que, ça il faut le dire, ceux qui peut-être critiquent l'État. Donc, paradoxalement, à la volonté affichée du nouveau régime de rompre avec les pratiques clientélistes de l'ancienne majorité, cela a engendré un effet inverse, une liberté de ton plus fragile, des lignes éditoriales prudentes et un pluralisme menacé par l'asphyxie économique. La précarité n'est plus seulement un enjeu social, elle devient un levier indirect, mais redoutable de contrôle. En parlant de contrôle, de maîtrise de l'environnement médiatique, M. Ndiaye l'a dit tout à l'heure, dans une volonté d'assainir, le ministre a sorti un arrêté, le ministre de la Communication, et beaucoup de médias risquent de disparaître. On s'organise, on dénonce, sauf que l'effet pervers que cela a eu, c'est que le ministre s'appuie sur des dispositions légales demandées par les journalistes. Donc, il y a aussi cette nécessité pour les gens de la presse de se réorganiser et de revoir leur environnement. Alors, pour en revenir vraiment au modèle économique, il est plus que crucial pour la presse de revoir ce modèle-là parce que la crise n'est plus conjoncturelle, elle est structurelle. On se doit, et face au numérique, on a énormément d'opportunités que nous n'exploitons pas. Quand j'ai entendu ici que L'Orient le Jour a eu son site Internet en 2000, j'ai dit, mais nous attendons quoi? Il y a énormément de quotidiens sénégalais qui ne sortent maintenant qu'en papier et qui ont plus de 20 ans, mais qui n'ont pas de site Internet. Aujourd'hui, on parle d'IA. Nous, on a déjà raté vraiment le digital déjà. Le soleil est en train de faire de belles choses. En fait, nous tous, nous applaudissons, alors qu'aujourd'hui, le soleil devait dépasser ce stade-là. Mais au moins, le soleil, qui est le quotidien national, est en train de s'implanter sur les réseaux sociaux, de donner de l'information à temps réel, au moment où beaucoup de quotidiens ne donnent les informations que le lendemain. Nos sites, je donne le site de mon journal. Nous n'y mettons encore que le contenu du quotidien. Tous les jours, c'est-à-dire que les articles que nous mettons déjà dans le quotidien que nous vendons, et c'est gratuit en plus.
tous les sites d'information sénégalais sont gratuits. Nous n'essayons pas de monétiser. Nous n'essayons pas d'aller sur des plateformes. Enquête, mon journal, est maintenant sur une plateforme de vente de journaux qui s'appelle GoPress, que des Sénégalais de la diaspora, en fait, que des gens même qui sont hors du pays peuvent installer et acheter le journal via PayPal. Quand c'est à Dakar, il y a Wave et Orange Money qui le permettent et qui sont très accessibles. Mais il a fallu qu'on ait cette crise-là, qu'on ait perdu les conventions publicitaires pour penser à ce transfert. On avait commencé avec les abonnements, mais on avait du mal à les maîtriser. On envoie le journal à Aziz Ban, qui peut l'envoyer à Moussa Ndiaye, qui peut l'envoyer à toute l'équipe du CESTI. Et avec 100 francs, par exemple, ils achètent le journal à 100 francs, la version PDF, et il y a 100 personnes derrière qui en profitent. Et c'est le journal qui perd. Mais nous ne savions pas comment vendre le journal à 100 francs et que ça soit une seule personne qui puisse le lire. Aujourd'hui, il y a une plateforme qui nous le permet, mais c'est une plateforme développée par un privé qui va prendre 50% de la vente. Le contrat, c'est ça. Enquête va prendre 50% et GoPress va prendre 50%, alors qu'on aurait pu développer nous-mêmes cette plateforme-là et pouvoir avoir de l'argent. On aurait pu développer d'autres choses. Aujourd'hui, il est plus que crucial pour ces journaux-là, non seulement d'être sur les réseaux sociaux, mais de pouvoir vendre l'information sur ces plateformes. De pouvoir surtout former nos journalistes à utiliser ces outils-là. Il y a beaucoup de journalistes de la presse écrite qui ne savent pas faire du montage vidéo, qui ne savent pas comment ils peuvent écrire et vendre de l'information sur Internet, parce qu'ils vont écrire comme ils écrivent dans la presse traditionnelle, et ça ne vend plus. La presse écrite n'est plus attrayante au Sénégal, mais on s'entête à vouloir rester en version papier. Nous n'essayons même pas de varier en fait ce que nous proposons. Vous allez sur certains sites comme RFI, ils vont mettre de la vidéo, de l'audio et du texte. Chez nous, même pour les premiers sites Internet, c'est encore toujours de l'écrit. Il y a très peu de vidéos parce qu'on reste toujours dans les modèles anciens. Et aujourd'hui, on est à l'ère de l'IA. Quand on rate déjà la transformation digitale, je me demande qu'est-ce qu'on va faire de l'IA. Et c'est malheureux, mais beaucoup de journalistes se méfient encore de l'IA chez nous. Donc, je pense qu'il est impératif que nous diversifions nos sources de revenus, qu'on essaye aussi de voir, de changer, de proposer peut-être des abonnements, qu'on essaye de voir même les campagnes de financement participatif. La Maison du Reporter fait cela et le réussit déjà bien. Que les entreprises de presse essayent de développer des activités annexes telles que la formation, le conseil en communication ou l'organisation d'événements. Les gens comment il s'appelle, Excaf l'avait déjà expérimenté. Je pense que ça ne leur a pas réussi, mais je pense que ça peut nous réussir. Donc, il faut qu'on modernise nos offres aussi publicitaires pour le numérique, en proposant peut-être du native advertising, des contenus sponsorisés, des formats innovants, adaptés aux nouvelles attentes du public. Cette transformation passe aussi par la modernisation de nos rédactions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très clair, très complet. Donc là, vous nous avez présenté les enjeux de la presse privée, notamment de la presse écrite. Vous, Monsieur Ban, qui appartenez à la radiodiffusion télévision sénégalaise, quelle est, votre approche, votre perspective sur les médias publics et notamment sur l'évolution que doivent avoir, comme l'a déjà introduit Madame Bob, sur des journalistes par rapport justement à ces nouveaux enjeux, à ces réseaux sociaux pour aller capter un nouveau public? Voilà, merci beaucoup. Donc, on part d'un contexte déjà pour parler de l'exposition des réseaux sociaux avec les nouveaux usages de l'information. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faudra s'adapter, permettre à nos téléspectateurs, mais avant les téléspectateurs, permettre d'abord aux rédactions, à ces journalistes-là qui sont au niveau de nos rédactions, de s'adapter, de savoir aujourd'hui aller dans un reportage, faire votre vidéo à partir de votre caméra ou bien à partir de votre téléphone,
faire le montage et venir diffuser au niveau de la télévision. Déjà, M. Ndiaye nous a donné aujourd'hui la possibilité de donner ce cours-là au niveau du CESTI, et que des étudiants, cette année, sont partis, au lieu de louer une caméra à 300 000 francs, louer le caméraman à 150 000 francs, de prendre un téléphone et puis d'aller filmer eux-mêmes leur grande enquête de fin d'études et de pouvoir diffuser ces images-là. Et là, on rencontre, on ne sait même pas, si je ne dis pas à M. Ndiaye que c'est avec le téléphone que j'ai filmé, il ne va même pas s'en rendre compte. Donc déjà, c'est dans ce contexte-là. Aujourd'hui, on est devant avec un public qui est connecté, qui est exigeant, et les médias publics, format traditionnel, jouent également le rôle d'institution. Tous les communiqués et des institutions passent par ces médias publics. Donc, il est important pour ces médias publics-là de relever ces défis face à la perte d'audience, face aux médias en ligne, aux influenceurs, à la lenteur et au manque d'interactivité, avec des images trop institutionnelles. À chaque fois dans le journal, vous voyez qu'on vous montre des séminaires, des ateliers avec tel ministère, avec telle agence. Aujourd'hui, il est temps de se réinventer numériquement pour permettre à nos téléspectateurs de pouvoir vous suivre. Et sur les enjeux majeurs, donc on a besoin de restaurer donc la confiance pour les médias publics, de toucher un public plus jeune, mais également de rester pertinent dans le débat public. Je m'explique. Par exemple, nous, l'émission Kinkeliba dont vous parlez, c'était en français. Pendant plus de 12 ans, c'était en français. Ça nous a permis de capter un public. Mais après, on a eu beaucoup de retours. Il faut faire des émissions en Wolof parce que ça nous permet à celui-là qui est à 150 km de Dakar de pouvoir comprendre ce qui se fait et ce qui se dit. Vous invitez une personnalité qui vient et qui s'exprime en Wolof dans une langue locale pour expliquer un projet, pour expliquer pourquoi il est venu à la télé. Donc je pense aujourd'hui qu'il faut se réinventer et c'est à partir de cette émission aujourd'hui que l'on a démarré depuis le 5 août dernier, de pouvoir aujourd'hui permettre aux gens de venir s'expliquer. Parce que la dame qui est à Ziguinchor et qui vend son poisson, on l'invite, elle quitte Ziguinchor pour venir à Dakar, parler en Wolof à sa communauté et nous permettre de comprendre ce qu'elle est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire, mais également permettre aux jeunes d'avoir leur émission à la télé. On a déjà Salimto qui démarre après l'émission, après la matinale, et puis qui est réservé à un public jeune et qui est fait par des jeunes de la télé qui viennent, qui expliquent avec des termes que les jeunes comprennent pour pouvoir expliquer telle chose a été faite, telle chose a été entreprise, permettre à notre public de comprendre. D'abord, donc, il faut aussi des innovations à apporter pour le public sénégalais, des formats modernes, je l'ai dit tout à l'heure, des vidéos courtes, des lives, des podcasts, présence active sur Facebook, comme disait tout à l'heure Biguet, YouTube, TikTok et Instagram, un journaliste de proximité et qui est interactif, qui permet également, sur notre page, quand on diffuse la matinale, il y a sur toutes les émissions de la RTS, il y a également sur YouTube que c'est diffusé en direct. Et là-bas, les téléspectateurs aussi posent des questions et interagissent avec l'équipe de présentation, poser des questions et à partir de là, l'équipe répond à ces questions-là et pose également ces questions au niveau de l'invité qui est sur le plateau. Donc, il faudra également moderniser les pratiques, former les journalistes au digital, créer des cellules web social médias, adapter le ton et le rythme au numérique. Maintenant, ne pas se dire que je vais chercher une caméra pour aller un reportage. Aujourd'hui, je peux, à partir de Marseille, faire un reportage avec mon téléphone, interviewer les différentes personnes, faire le montage avec le même téléphone et l'envoyer au niveau du Sénégal pour que ça puisse être diffusé au niveau de notre journal. Je pense que c'est... Et aussi avoir, comme on l'a appris depuis notre premier cours au CESTI, une e-réputation, c'est-à-dire être crédible sur les réseaux. Au début, quand on était étudiant, quand on était élève, on entendait souvent dire telle information est sortie, c'est le soleil qui l'a dit. Et quand vous entendez que c'est le soleil qui l'a dit, c'est que c'est vrai. Donc, non, papa et maman disaient ça. Quand on voyait cette information sur le soleil, ça allait dire que c'est vrai, ça vient du gouvernement, ça vient de l'autorité. Aujourd'hui, il faut être crédible sur les réseaux, vérifier les faits, la neutralité et l'esprit critique, et dialoguer surtout avec les internautes. Je pense que les médias publics doivent passer d'un modèle classique et descendant à un modèle participatif, numérique et agile, et c'est un enjeu de survie, de mission publique et de démocratie.
Merci beaucoup pour cet exposé toujours très clair. Je finis par vous, Madame Loum, pour ce premier tour de parole. On a entendu les enjeux, les difficultés auxquelles aujourd'hui la presse sénégalaise est confrontée. Comment ces enjeux se traduisent pour les femmes journalistes en particulier, qui, j'imagine, s'inscrivent dans un cadre qui est difficile? Comment elles arrivent à se faire entendre? Comment elles arrivent à porter leur message? Comment elles arrivent à se faire une place dans ce milieu médiatique sénégalais? Alors, merci. Elles essaient de se chercher. Elles essaient de valoriser ce qu'elles font. C'est dommage que je ne puisse rajouter à cet état des lieux qui a été fait par mes prédécesseurs, mais qui regroupe un peu les difficultés dont font face les médias sénégalais en général, les femmes y compris, ces femmes-là qui sont dans ces médias également, où la question de la représentativité, de la représentation et du rôle de ces femmes dans les médias au Sénégal est complexe, parce que mêlant à la fois les avancées importantes et les défis qui restent encore persistants. M. Ndiaye le disait tantôt, Bigué l'a rappelé, Abdoulaziz est revenu là-dessus, de cet espace médiatique dont s'est inséré un autre format, je dirais les radios communautaires, qui également, tout comme les médias mainstream, créent de l'information. De l'information créée à partir d'un environnement très réduit, qui font de la collecte, qui font du traitement et qui font de la diffusion, mais dans les langues que parlent donc ces communautés. Et ces communautés également dans lesquelles on retrouve des femmes qui sont représentées de manière très négative dans ces médias, avec la progression numérique, le nombre de femmes journalistes qui augmente régulièrement, mais avec une féminisation sensible des rédactions. Bigué l'a dit ce matin également dans un autre panel. De parler des domaines qui sont variés, des femmes qui investissent des secteurs médiatiques qui naguère étaient des secteurs masculinisés, parce qu'on parlait de sport, on parlait d'économie, on parlait des sciences, et aujourd'hui, de plus en plus, les femmes cherchent à s'insérer et à apporter leur expertise donc, dans ce domaine. Un plafond de verre, oui, qui est là, en termes de difficultés que rencontrent ces femmes des médias, où les postes de direction, d'orientation éditoriale restent majoritairement occupés par des hommes. On voit quelques exemples. Une référence est là avec moi, Bigué Boub, et vous l'avez présenté tantôt, comme DIRPUB, donc d'un quotidien sénégalais qui essaie un tant soit peu de sortir de l'ère ordinaire. Parler de ces femmes-là qui sont dans ces médias, c'est parler des stéréotypes et des images véhiculées par les médias. Une perception généralement réductrice, des médias qui continuent souvent de présenter les femmes de manière stéréotypée, limitant leur image à des rôles traditionnels mais également folkloriques. Un impact social, oui, parce que ces représentations renforcent davantage les normes patriarcales et influencent négativement la perception publique donc, des capacités et les rôles féminins donc, de ces femmes. Malgré tout, il y a des initiatives quand même et des réseaux de soutien qui s'implantent de plus en plus avec les associations très actives, l'association des femmes de médias dont je suis membre, le réseau des femmes journalistes spécialisées qui contribuent également à la visibilité des femmes dans les médias, parce qu'on n'arrête pas de dire que le pourcentage est très faible. Il est rare qu'on donne la parole à une femme quand on veut parler de politique, quand on veut parler d'économie et de sciences, comme si elles n'avaient aucune compétence à donner leur point de vue dans ces thématiques. Le renforcement de capacités, oui, ces groupes proposent souvent des formations, du monitoring, mais également combattre les discriminations professionnelles, notamment qui se déroulent dans l'espace médiatique au sein de la rédaction, mais également à l'extérieur de la rédaction. À cela, on ajoute les jeunes journalistes qui émergent également avec le soutien aux reportrices sportives, des techniciennes, caméra-women, un exemple d'ouverture à de nouveaux horizons qui leur permettent un peu également de sortir de l'ordinaire. Oui, on parle également donc du renforcement de la formation et de l'accès donc aux médias, l'accessibilité, oui, parce qu'il faut de plus en plus
cherché à élargir l'accès à la formation en journalisme, particulièrement pour les femmes issues de milieux divers, avec des programmes ciblés, mettre en place des formations qui peuvent être courtes, mais qui seront axées sur le renforcement des compétences spécifiques qui sont nécessaires, mais aussi encourager le mentorat pour construire la confiance et la compréhension des enjeux d'égalité donc, dans ces médias. Technologie et nouveaux médias, Abdulaziz Ban l'a dit tantôt, ce sont des opportunités innovantes qui sont là. L'accès facilité, les médias numériques permettent aux femmes de s'exprimer indépendamment donc, des médias traditionnels qui ont toujours été là, mais qui ne donnaient pas la parole à ces femmes. Et qui, ces femmes, s'expriment aujourd'hui à travers ces technologies et ces nouveaux médias. Des nouvelles plateformes qui renforcent la diffusion des histoires et des opinions qui sont féminines. Les réseaux numériques également, réseaux sociaux qui favorisent la mobilisation et la solidarité entre journalistes femmes. Ce qui se fait dans un cercle certes bien déterminé, mais qui profite de ces occasions comme les assises européennes du journalisme ou les assises méditerranéennes du journalisme qui permettent à beaucoup de femmes de médias différents de se retrouver, d'échanger, de partager de très bonnes expériences et finalement de repartir avec une cartographie très riche sur les bonnes pratiques. Ce sont des actions également à féliciter. L'autre chose, c'est les dénonciations et les inégalités. Les femmes journalistes exposent des violations des droits humains et participent à l'égalité des genres. Par leur travail, elles donnent de la voix aux réalités socioculturelles, aux réalités économiques féminines qui sont souvent ignorées. À cela s'ajoute l'influence politique. En soulignant l'absence des femmes dans les politiques publiques, elles encouragent des réformes qui sont inclusive. Et c'est là où je salue la présence de Mamadou Ndiaye qui nous aide, nous, en tant que femmes de radio communautaire, et qui n'ont pas eu la possibilité de fréquenter les écoles de journalisme et de communication, de bénéficier d'une bourse qui, parce que contrairement à celle-ci ou les médias mainstream, il faut sortir d'une école d'abord pour aller dans ces médias. Chez nous, c'est le contraire. On donne la possibilité à un jeune homme ou une jeune femme qui a envie de faire du journalisme, de passer par la radio Oxygène qui est communautaire, qui est un média de proximité, être déjà dans cette tribune pour pouvoir bénéficier ensuite d'une bourse qui leur permette de renforcer leurs capacités et de pouvoir plus tard vivre de ce métier. Je termine par les défis qui persiste encore pour les femmes journalistes. Les obstacles culturels, ils sont là. Le patriarcat, les normes sociales qui limitent la reconnaissance professionnelle et la sécurité des femmes. Harcèlement sexuel et moral, inégalité salariale, manque de mesures de protection. Et c'est là où nous saluons également les organisations qui nous accompagnent souvent dans cette mission. Je parle de Reporters sans frontières, je parle de UNESCO, je parle de Médias et démocratie, je parle de la Fédération internationale des journalistes, entre autres organisations qui nous accompagnent à relever un peu ces défis qui persistent. Un environnement hostile, oui. Les médias peinent encore à instaurer des politiques concrètes pour garantir l'égalité et la sécurité des femmes. Autre perspective pour une meilleure inclusion, oui, intégrer des lignes éditoriales sensibles au genre pour un traitement équilibré des sujets, éduquer les journalistes au biais de genre et promouvoir des pratiques inclusives, soutenir le développement de plateformes dirigées par des femmes valorisant leur expertise. On prend l'exemple de InfoL, qui est une plateforme qui est née il n'y a pas longtemps et qui cherche à valoriser les actions de certaines femmes qui ne sont généralement pas médiatisées. Renforcer ensuite et enfin la présence des femmes expertes comme source et analyse dans les médias. Je vous remercie pour ça. Vous nous avez fait un exposé très clair des enjeux, des difficultés, des perspectives des médias sénégalais. Moi, ce que je voudrais maintenant qu'on aborde un peu, et je m'adresse à M. Ndiaye, l'universitaire, quelles sont les attentes du public ? Ces préoccupations, est-ce que ces préoccupations elles se retrouvent dans les médias ? Est-ce que le public a accès à l'information qu'il demande, qu'il souhaite entendre, qu'il souhaite lire, qu'il souhaite, entre guillemets, un peu consommer? Alors, quelles sont les attentes du public ? Ça me fait penser à l'ouvrage publié il y a quelques années par Marc-François Bernier de l'Université d'Ottawa sur le 5e pouvoir par rapport à la redevabilité des journalistes. Au Sénégal, les journalistes sont
épiés sont jugés sur leur travail, souvent par un public inexpert. Et chaque fois que vous faites une production, que vous faites une sortie, vous aurez toujours sur les réseaux sociaux une partie qui n'est pas satisfaite et qui se met souvent à vous lyncher, à vous afficher sur les réseaux sociaux et à même parfois indiquer là où vous habitez ou à vous sortir des anciennes photos ou des anciennes vidéos avec des... C'est pas évident. Mais honnêtement, nous avons un public, en tout cas, de plus en plus exigeant, mais disons du point de vue de la pratique journalistique, ce n'est pas toujours évident d'être journaliste au Sénégal. Sauf si vous voulez vous occuper des questions qui ne fâchent pas, quoi. Vous voyez, chaque fois, bon, vous passez inaperçu, vous arrangez tout le monde. Mais si vous mettez le nez sur des questions qui concernent telle ou telle mouvance politique, vous êtes exposé. Soit ce sont des citoyens membres de tel ou tel parti politique qui vont vous attaquer parce que ce que vous avez dit ne les arrange pas, ou bien c'est une confrérie religieuse ou un regroupement économique, etc., etc. Bon, et ça, je peux dire que ça existe un peu dans tous les pays, pratiquement. Mais au Sénégal, dans l'observation que j'ai faite de ce pays et de cette profession-là, ça s'est renforcé. Ça s'est renforcé surtout depuis quelques années, parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une défiance extraordinaire vis-à-vis des journalistes sénégalais, surtout de la part des jeunes qui étaient, il y a quelques mois seulement, des partisans de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Ces gens-là pensent qu'en réalité, la presse traditionnelle, les médias traditionnels n'ont jamais été de leur côté, en réalité. Et que tout ce qu'ils ont réussi, ils l'ont réussi de par les réseaux sociaux. Et du coup, ils ne considèrent même pas les groupes de presse traditionnels comme étant vraiment des gens qui pourraient peut-être... voilà. Les journalistes sont souvent insultés, franchement, sont souvent insultés, souvent jugés sur des choses que ceux qui le font ne maîtrisent pas forcément. C'est pour dire que nous avons un public exigeant, c'est vrai, mais il y a une grande masse silencieuse. Il y a une grande masse silencieuse et qui laisse un petit groupe s'exprimer, faire du buzz, comme ils disent, sur les réseaux sociaux. Il y a un phénomène intéressant qu'il faut peut-être analyser en termes de sciences de l'information. Il y a au Sénégal ce qu'on appelle les 72 heures. Ils savent tous ce que ça veut dire. Si vous critiquez leur leader ou une personne qui appartient à la mouvance qui dirige le Sénégal actuellement, on vous fait des insultes, des réponses pendant 72 heures. 72 heures non-stop. Des vidéos, des trucs TikTok, des réels sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est une forme de harcèlement. Oui. Et ça, vraiment, non seulement il y a des citoyens qui vivent ça, mais beaucoup de journalistes vivent cette situation-là. Et donc, par rapport à cette situation-là, moi, je pense que ça me permet de parler du réseau Théophraste, le réseau que je dirige, le réseau mondial francophone des écoles de journalisme, a édité un livret pour la formation en EMI. Et ce livret-là, je pense, pour les écoles, ça peut leur permettre de l'enseigner, mais pour certains adultes, ça peut leur permettre également de mieux connaître les journalistes, comment ils travaillent, quelles sont leurs contraintes. Est-ce que vous voyez, pour moi, un journaliste n'a pas à être dans un camp ou dans un autre. Ils sont là pour la vérité. Ils sont là pour informer, pour ce qui est d'utilité publique. Et ça, beaucoup de Sénégalais, beaucoup de citoyens ne le connaissent pas, ne le savent pas. Et je pense que ce travail-là doit être fait d'abord par des écoles comme nous, par des organisations, mais surtout par les écoles. Mais malheureusement, nous n'avons pas souvent les moyens, les budgets pour intervenir en dehors de nos murs. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est une orientation que je veux donner à l'école pour faire plus d'éducation aux médias et à l'information.
parce que ce sont des activités qui existent au Canada avec le CQMI. Je pense qu'ici, en France aussi, il y a des dispositions qui sont prises au niveau du ministère de l'Éducation pour que dans des écoles qu'on puisse le faire. Mais au Sénégal, je ne vois pas d'initiative sérieuse dans ce domaine-là. Et je pense que ça peut être une solution contre tout ce public-là qui critique les médias sans forcément connaître leur mode de fonctionnement et aussi les éléments qui fondent les fondamentaux du métier de journaliste. Merci beaucoup. Je vais m'adresser à vous, Madame Bob. Vous nous avez présenté tout à l'heure les difficultés économiques et ce besoin de réinvention que doivent produire les médias sénégalais. Mais est-ce que ces mêmes médias, est-ce qu'ils ont des forces? Et sur quelles forces, aujourd'hui, par rapport à cette situation de crise, ils pourraient capitaliser? La force des médias, posée comme ça, je n'en vois pas forcément. Parce que l'un de nos plus grands défis aujourd'hui, c'est d'abord de réinstaurer la confiance avec le public. On a perdu, parce que, c'est-à-dire, moi, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis avec Trump et les journalistes, c'est la même chose qui se passe chez nous. Tout ce qu'on dit et qui n'arrange pas le pouvoir ou ses partisans, c'est faux. Mais tout ce qui est dit et qui les arrange, c'est vrai. Il y a ce qu'on appelle chez nous une dénonciation à géométrie variable. Ce qu'on dénonce aujourd'hui, cela dépend de qui l'a fait ou qui a porté ce discours-là. Dès que le duo Diomaye-Sonko est arrivé et que Le Soleil et la RTS ont commencé à mettre la lumière sur eux, à parler de leur réalisation, tout le monde a dit que c'est les meilleurs médias au Sénégal. Les médias publics, parce que c'est ce à quoi ils s'attendaient. Et moi, ce qui me choque aujourd'hui et ce qui m'attriste, c'est que les journalistes sénégalais sont divisés. Il a dit tout à l'heure quelque chose d'important. Nous n'avons pas à choisir de camp. Mais la politique s'est invitée dans notre métier. Et il y a beaucoup de journalistes qui ont commencé à militer en politique, à militer pour des partis, à créer des mouvements et qui continuaient à travailler. Celui qui dirige aujourd'hui la télévision nationale, je parle de ton directeur, excuse-moi, c'est quelqu'un qui a soutenu ouvertement ceux qui sont là et qui dirigent aujourd'hui et qu'on sait qui sont des politiques. Donc il y a cette division-là, ceux qui sont avec le pouvoir, ceux qui sont, en fait, ce qu'on va qualifier d'être contre le pouvoir. Donc on n'a même pas réellement de véritable force, je ne sais pas, c'est mon sentiment, sur laquelle s'appuyer. Parce que beaucoup de gouvernants, il l'a dit tout à l'heure, ont essayé quand même de diviser la presse, mais ne sont jamais parvenus à le faire. Ce qu'on peut considérer quelque part comme les pères de la presse privée, Babacar Touré et Sidi Lamine Niasse, ont toujours su, c'est les deux grands groupes de presse au Sénégal avant l'arrivée de GFM, Walfadjri et Sud FM, les deux patrons ont toujours su se retrouver autour d'une table, taire leurs querelles et faire face aux politiques. Mais là, c'est le contraire. On a vraiment deux fronts avec des journalistes qui en critiquent d'autres publiquement, donc qui se mettent même, excusez-moi du terme, avec la meute pour attaquer des confrères. Donc c'est très difficile. La situation est très, je vais le dire de manière triviale, très mélangée chez nous. Donc, sérieusement, la force de la presse actuellement, c'est qu'il y a des gens quand même qui font du bon travail. Mon journal fait du bon travail. Mon journal fait du bon travail, je vais le dire comme ça. Mais c'est très difficile parce que même nous, par exemple, aujourd'hui, ce qui me réconforte, c'est qu'aujourd'hui, on est attaqué sur les réseaux sociaux parce que ce que nous disons n'arrange pas. Demain, on est applaudi. Donc, on sait qu'au moins, on est d'aucun camp. Parce qu'aujourd'hui, on est applaudi. Demain même, on est insulté. Nous, on sait qu'on est d'aucun camp. Alors qu'il y a des gens, par exemple, qui sont applaudis tous les jours et qui disent qu'ils ne sont pas, en fait, dont nous ne sommes pas forcément fiers, mais qui sont tombés dans ce piège-là. Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est que les journalistes puissent se retrouver et parler d'une même voix. C'est cela qui fera notre force. Mais la pente que nous avons prise là, elle n'est pas du tout bonne. Merci beaucoup.
Vous, Monsieur Ban, tout à l'heure, vous nous avez expliqué qu'aujourd'hui, voilà, il faut innover, qu'on n'a plus besoin d'avoir une caméra, d'avoir un technicien pour faire des vidéos, pour être présent sur Internet. Du coup, pour vous, c'est quoi l'avenir de la presse? C'est quoi l'avenir du journalisme au Sénégal aujourd'hui pour vous? Comme je l'ai dit tantôt, s'adapter. Il faut s'adapter aux réalités, aux nouvelles réalités. Il y a les nouvelles technologies, il y a l'intelligence artificielle qui est là. Et je pense qu'il faudra s'adapter pour nous autres journalistes et pour les médias également. Bigué l'a dit tout à l'heure. Il faut qu'au niveau de la presse écrite déjà, que l'on ait le format papier. Mais n'empêche, on s'investit également au niveau du numérique pour permettre à nos lecteurs qui sont déjà au Sénégal et certains même qui sont à l'étranger de pouvoir lire le journal à temps et en heure. Parce que je vous donne un exemple. J'ai fait 8 ans en Casamance. Il nous arrivait de vouloir le journal, surtout sport, stade et autres. Mais à Ziguinchor, quand le premier vol est raté, le journal arrive à 17h. Entre Dakar et Ziguinchor, il y a l'avion, il y a le bateau, il y a les véhicules qui partent tous les jours. Vous avez du retard quand le premier vol est raté, vous n'avez plus le journal qu'à partir de 17h. Imaginez un journal qui sort à 3h, 4h du matin, vous au niveau de Ziguinchor, vous l'avez à 3h, 4h du matin. Et quand vous investissez le numérique, vous l'avez en temps et en heure. Déjà à 8h, 9h, vous ouvrez votre ordinateur ou bien votre téléphone, vous avez le journal en temps et en heure et vous pouvez lire et partager avec vos amis. Mais je pense aujourd'hui qu'il faudra s'adapter, créer des contenus qui permettent à vos lecteurs de pouvoir lire votre journal. Mais au niveau de la télé et de la radio, nous, on s'adapte. Parce qu'aujourd'hui, il y a un service digital qui n'existe pas, avec un département et qui font des petites vidéos par rapport aux émissions, même si on invite une personnalité, on coupe des extraits des vidéos pour permettre à nos lecteurs de pouvoir comprendre, à nos téléspectateurs de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Également, ce service digital nous permet, également au niveau de la RTS, de pouvoir faire des émissions, faire des podcasts et puis partager avec nos téléspectateurs. Je pense qu'à ce niveau-là, il faudra que les journalistes d'abord soient formés, parce que nous, on a eu la formation au niveau du CESTI. En première année, quand on vous dit, oui, vous allez faire le cours de M. Ndiaye, tout le monde se dit, oui, on va faire l'informatique, on va faire tel cours de M. Ndiaye. Mais nous, on a suivi et on a vu que c'était intéressant. Et puis, ça nous ramène aujourd'hui à ce cours de M. Ndiaye, de pouvoir faire les réseaux sociaux, de pouvoir avoir une bonne réputation, de pouvoir présenter le journal avec une seule caméra et un micro, de pouvoir également être sur les réseaux sociaux. Cette réputation permet également de donner de la bonne information et que ces personnes qui vous suivent savent que c'est une bonne information et vouloir également partager ces informations. Je pense que l'adaptation pour la presse sénégalaise, elle est impérative et elle nous permettra également de pouvoir exister davantage, de permettre aux Sénégalais de découvrir, que ce soit à la télé, à la radio, à la presse écrite, de comprendre que nos journalistes et nos médias s'adaptent. Merci beaucoup. Vous, Madame Loum, on entend sur les axes d'amélioration, en tout cas sur ce qu'il faudrait investir, une présence accrue des médias traditionnels sur les réseaux sociaux. C'est quoi la place des radios communautaires dans cette articulation? Parce que les radios communautaires, elles sont en province, elles n'ont pas forcément ces moyens-là. Comment elles peuvent prendre ce virage? Déjà, est-ce qu'elles doivent le prendre? Et quelle est la relation qu'elles peuvent nouer avec leur public pour restaurer cette confiance et ces médias un peu plus traditionnels? Les radios communautaires peuvent le faire de mille et une manières. Bigué, tantôt l'a évoqué, M. Nia également, la perte de confiance qu'il y a eu face à ces journalistes de médias mainstream généralement. Et pendant que les communautés avaient du mal à suivre cela qui les informait, ils se sont rabattus dans les radios communautaires parce que sachant au moins qu'il y a quelque chose qui était maintenu. C'est vrai, à un moment donné, M. Nia, il faut retenir également que les journalistes avaient fui les plateaux de peur d'être harcelés, de peur d'être injuriés, faisant quoi? Laissant la place à des gens qui se réclament journalistes et qui ne le sont pas, qui se réclament chroniqueurs. Et qui ont galvanisé ce mot chroniqueur. Et ça nous revient. C'est une fuite de responsabilité que nous avions fait. Nous avions peur d'intervenir sur beaucoup de cas, sur beaucoup de problématiques, alors que
parler à ceux-là qui nous écoutent, qui nous lisent ou qui nous regardent à travers la télévision aurait changé quelque chose. Là, il y a eu une fuite de responsabilité de nous, hommes et femmes des médias. L'autre chose, c'est les radios communautaires. Oui, elles peuvent faire autre chose parce qu'elles peuvent parler aux communautés dans les langues avec ceux-là et celles-là qui ont eu une certaine formation, qui n'est pas une formation diplômante, mais qui permet au moins à ces jeunes de ces radios communautaires de s'approprier des fondamentaux du journalisme pour pouvoir maintenant y aller et en essayant un temps soit peu d'aller en profondeur en plus de ce qui se fait déjà. L'autre chose, c'est, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est Messendia, si je ne me trompe, l'éducation aux médias. Ça devient une obligation. Je ne sais pas par comment. C'est vrai que les moyens peuvent ne pas être disponibles, mais trouver des voies et moyens quand même, si ce n'est pas technique et financier, de pouvoir insérer cette éducation aux médias pour permettre à tout un chacun de voir et de reconnaître l'importance donc de ce format d'éducation aux médias, combien ça peut être important pour les communautés qui nous lisent et qui nous suivent. Le rôle des médias est central dans la construction donc des imaginaires collectifs et dans la promotion des normes sociales. Au Sénégal, comme ailleurs en Afrique, ils devraient être les acteurs du changement et non de simples miroirs d'une société encore imprégnée d'inégalités de genre. Il faut qu'on change, il faut, voilà, c'est pas chose facile, mais il faut qu'on arrive quand même à y arriver et ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de sacrifices, mais nous pouvons y arriver parce que ça s'est passé autre part ailleurs. Avant-hier, quand on faisait le même plateau, mais pour les médias méditerranéens, j'ai dit à Bigué, mais c'est comme si on était au Sénégal. La situation en Syrie, c'est comme si on était au Sénégal, même si nous n'avons pas été en guerre, mais à un moment donné, nous faisions face à des problèmes entre nous et c'était vraiment déplorable qu'on en arrive là aujourd'hui dans un pays qui est vraiment où on a toujours prôné un peu la démocratie. Merci beaucoup. Je vous propose de conclure cette table ronde en donnant la parole à Madame Bob qui va nous faire la synthèse et qui va conclure. Ensuite, nous passerons un petit court extrait d'un petit documentaire qui est soutenu par RSF et ensuite on passera aux questions du public. Je vous laisse la parole du coup, Madame Bob. Je voulais juste rebondir sur la question que vous m'aviez posée tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit quand même. C'est que s'il y a une force des médias traditionnels au Sénégal, c'est quand même, quelles que soient les attaques, quel que soit le fait que la confiance n'est plus là, c'est là où puise tout le monde pour pouvoir alimenter des contenus. Que ça soit, c'est-à-dire ça devait être l'effet inverse, que les sites viennent prendre, qu'on aille prendre chez ceux qui mettent en ligne, mais c'est ceux qui mettent en ligne qui viennent très souvent prendre chez nous les informations de première main. Nous détenons encore cela et je pense que c'est peut-être ça la force des médias traditionnels. On va conclure peut-être sur, on va essayer d'avoir une note quand même assez positive parce que le tableau il est très noir. Je pense que vous avez tout de suite parlé de RSF. Nous attendons avec impatience le rapport de RSF de ce vendredi parce que quand même, en une année déjà, il y a eu beaucoup de problèmes et nous attendons. En fait, ce ne sera pas sans surprise si RSF dit que la liberté de la presse, on l'a encore davantage restreinte parce que le rapport qui a été présenté hier par Amnesty International relève quand même des agressions dont ont été victimes les journalistes entre 2023 et 2024. Une femme a été attaquée, le rédacteur en chef du journal pour lequel je travaille a été attaqué par des policiers qui les ont tapés en fait publiquement parce qu'il y a une vidéo qui circulait. Et en 2023, qu'au Sénégal, qu'on présente comme une grande démocratie, que des choses de ce genre puissent arriver contre des journalistes, c'est quand même grave, mais on sait qu'on n'est pas encore sorti de l'ornière parce que les libertés sont davantage restreintes aujourd'hui, mais nous restons quand même assez optimistes parce que, quoi qu'on puisse dire, les nouvelles autorités, malgré peut-être tout ce qu'on peut dire contre elles, il y a une volonté affichée d'organiser ce secteur-là et sur notre demande. On n'aime pas peut-être la manière dont ces autorités-là procèdent parce que certains y voient la main du politique,
Mais au moins, on espère qu'on arrivera quand même à organiser ce secteur parce qu'on en a besoin. Au Sénégal, depuis plusieurs années, on parle d'assainissement du secteur des médias et il nous le faut parce que ce secteur a été infesté. Elle a dit tout à l'heure, on a de nouvelles catégories de chroniqueurs au niveau des télévisions et personne n'en parle. Je pense qu'on a vraiment besoin de cette réorganisation-là. Et je vais terminer par une note pour les femmes, naturellement. On assiste à une féminisation des rédactions au Sénégal, mais malheureusement, cela n'est pas accompagné de plus de responsabilités pour ces femmes-là. Il y en a très peu qui occupent des postes de responsabilité et cela ne change pas véritablement la donne. Donc, il est urgent pour nous de revoir toutes ces choses-là et de nous battre pour qu'on y arrive. Mais la génération que je vois monter va changer les choses. Félicitations à M. Ndiaye parce que je pense que le fait d'enseigner, pour moi, ça je le dis partout où je passe, le fait d'enseigner le module genre au CESTI a beaucoup contribué au traitement de l'information sensible au genre dans les rédactions, mais aussi à faire comprendre aux jeunes filles qui arrivent dans les rédactions qu'elles ont un rôle à jouer et qu'elles ont une place à prendre. Il est important d'associer cela à la formation. Tout n'est pas noir chez nous et je reste convaincue que les femmes vont changer des choses et très prochainement. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour ces interventions qui nous ont vraiment éclairé sur l'état du journalisme au Sénégal. Je souhaite mentionner, avant qu'on passe aux questions du public, RSF qui a produit le document, un rapport sur l'état du journalisme, sur le Sénégal à la croisée du chemin, justement sur l'évolution du contexte journalistique et qui appuie un documentaire spécifiquement sur les radios communautaires. Donc ça va vous parler à vous tout particulièrement, Madame Loum, et où le Sénégal pourrait à terme jouer un pôle d'attraction, de plaidoyer, justement pour renforcer le rôle des radios communautaires dans les autres pays de la région. Donc on va passer un court extrait qui va durer quelques minutes et ensuite, si jamais vous, le public, vous avez des questions, on vous laissera la parole pour poser vos questions à nos experts. C'est le Mali, le Niger. Burkina Faso. Là, c'est la patrie où l'amour la caméraman. Pour moi, une radio communautaire, c'est d'abord une radio qui est née parce que la communauté aspirait à avoir donc un outil donc de communication pour être régulièrement informé de ce qui se passe non seulement chez nous et aussi au niveau sous-régional et même au niveau international. Tous ceux qui sont dans le rayon de couverture, c'est toute cette communauté que nous desservons à travers donc les émissions que nous produisons. La radio est là pour contribuer à la paix, à la cohésion sociale de la commune. Parce que, vous savez, s'il y a les communautés là, qui sont des différentes ethnies, les sujets qu'on traite, à certains temps, il y a des conflits qui se passent entre les agriculteurs et les éleveurs. Donc, il y a des thématiques pour ça. Et il y a des émissions sur les femmes et le développement. Il y a aussi des noms qu'il ne faut pas prononcer, comme les noms des djihadistes. Nos communautés aujourd'hui, au Burkina, au Mali et au Niger, ont soif de paix. Parce qu'il faut d'abord la paix pour au moins bâtir un développement. Comment être journaliste dans des zones difficiles? Comment émettre en temps de crise? Comment le journaliste peut s'occuper de sa propre sécurité? Au début, j'avais refusé d'émettre parce que j'ai eu peur. Parce qu'il y avait une confusion autour des acteurs qui sont venus occuper notre région. Il y avait des gens de Boko Haram à travers leur drapeau. Il y avait des gens d'Ansaradine, de Yadagagali, il y avait des gens d'Akmi, il y avait des gens de Moujawo, il y avait des gens ainsi de suite, jusqu'à MNLA. C'est après les gens de MNLA même qui sont venus nous demander de rouvrir et de commencer à remettre.
Sinon, ils vont dynamiser notre radio. En un mot, la radio, je dirais espoir. Quand on a perdu l'espoir, on a tout perdu. Sans la radio, le développement local est nul. Sans la radio, il n'y a plus d'information. Sans la radio, il n'y a plus d'éducation. Sans la radio, c'est comme si on est mort, quoi. La force d'une radio communautaire, c'est les communautés. Et nous, on l'a. Non, du coup, nous allons passer aux questions du public. Bonjour, Anne Becandé de Reporters sans frontières. Petite contextualisation sur cet extrait et aussi une question pour les confrères et les consoeurs sur justement la place. Donc, je ne vais pas faire de teaser sur où est le Sénégal, où va être le Sénégal dans 2 jours dans le nouveau classement mondial de la liberté de la presse. Aujourd'hui, il est 94e sur 180. Considérant cet extrait, alors il n'est pas monté, il n'est pas mixé, pas étalonné, c'est vraiment un extrait exclusif pour les assises et pour insister aussi sur la solidarité avec les confrères et les consoeurs du Niger, du Burkina et du Mali. Et aussi parce que c'est le Sénégal, c'est Dakar qui a accueilli ses confrères et ses consoeurs pour le tournage de ce film, puisque ce n'était pas possible de pouvoir rassembler ses confrères et ses consoeurs ailleurs dans la zone. Et donc rappeler aussi que justement le CESTI, par exemple, c'est une école qui n'est pas seulement une école pour les Dakarois, pour les Sénégalais, c'est une école qui rayonne dans l'ensemble de la région, qui forme des journalistes partout sur le continent. Pareil sur les réseaux de radio communautaires dont on parlait, c'est vraiment à l'ensemble aussi de la région. Et donc peut-être interroger mes consoeurs, mes confrères là-dessus sur que pense-t-il de la place, quel rôle peut jouer aujourd'hui le Sénégal et vous aussi sur justement la protection du journalisme dans l'ensemble de la zone, puisque aujourd'hui c'est aussi un espace refuge, un espace de formation. Et voilà, première question. Alors, merci beaucoup. En tout cas, nous, notre mission est de former en journalisme. Bon, là, c'est par rapport à l'historique. Ce que vous avez dit, c'est extrêmement intéressant. Le CESTI, je l'ai dit ce matin, est une école qui a été créée en 1965 par la coopération canadienne et française pour former les journalistes de la sous-région. Chaque pays a envoyé 5 représentants. Et là, c'est à partir de 1980 que l'école est devenue une école gérée par le Sénégal exclusivement. Mais nous avons gardé le cachet panafricain. Chaque fois que nous organisons le concours, on réserve des places à des jeunes originaires des pays environnants. Nous allons, avec nos propres moyens, organiser le concours en Guinée, au Mali, parce que maintenant ce n'est plus possible, dans tous ces pays-là pour recruter les meilleurs jeunes et les former. Malgré tout, en ce qui concerne le CESTI, nous avons ce rôle-là et nous sommes prêts à le faire, mais il faut dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus facile d'aller où on veut. En Afrique, parce que déjà, on a aidé certains pays, accompagné certains pays à mettre en place leur propre école de journalisme. Nous avons reçu des demandes concernant la Guinée-Bissau. On a beaucoup travaillé avec le Mali pour mettre en place. On a reçu plusieurs missions. Nous-mêmes, on y allait plusieurs fois. Vous voyez, pour dire qu'on est disponible pour accompagner la formation, parce que tout simplement, c'est important. Le 4 avril, au Sénégal, le président de la République, le 4 avril, c'est le jour de la fête de l'indépendance, il y a, une interview que le président de la République accorde aux journalistes. Et il a dit aux Sénégalais, les yeux dans les yeux, vous avez commandé le Djoubanti. Le Djoubanti, c'est le redressement. Et le redressement, le Djoubanti, c'est un plat amer. Et donc, ce plat amer-là, j'espère, une fois que nous l'aurons digéré, ne peut advenir que du bien. Ouais, j'imagine. Parce que tout simplement, tout est flou, quoi. On n'a pas de perspective. L'aide à la presse, on est presque au mois de mai. On ne sait pas si cette année, pour la 2e année consécutive, est-ce qu'on aura ça? Parce que nous, au CESTI, on a besoin de ce fonds-là pour aller former. La bourse que nous donnons à toutes ces personnes-là, c'est dans ce sens-là. Il y a également le fait de revoir les textes, parce qu'on parle des radios communautaires. Les radios communautaires, ce sont les radios de proximité.
elles sont importantes. Mais au Sénégal, on ne les considère pas encore comme... les gens qui y travaillent sont appelés des animateurs. Alors qu'ils jouent le même rôle que les journalistes. Et elles informent ces personnes-là. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur la législation, mais en même temps, je pense que pour être positif, demain ne sera que meilleur, ne peut être que meilleur. Voilà. Alors, concernant la formation, pour ce qui est des rédactions, nous recevons toujours des journalistes qui nous viennent des autres pays. Monsieur Ndiaye peut en être témoin, il y a beaucoup de journalistes qui sont sortis du CESTI, qui ne sont pas des Sénégalais et qui ont fait leur début chez nous. On a eu Yaya Baldé qui est maintenant en Guinée et qui a fait 2 ou 3 ans chez nous avant de rentrer. Actuellement, je travaille avec une journaliste gabonaise qui se prépare à partir. Elle a terminé son master cette année, mais est arrivée alors qu'elle venait de finir sa licence. Alors que, généralement, beaucoup de rédactions rechignent à accueillir des journalistes qui viennent d'autres pays d'Afrique parce qu'il y a la barrière de la langue. On ne peut pas les envoyer partout parce que c'est des gens qui ne parlent pas wolof. Et généralement, même pour les conférences de presse des politiques, on parle en français et en wolof. Et ce qui est dit en wolof n'est pas toujours ce qui est dit en français. Donc, on risque de rater des choses. Et c'est pour cela que des fois, les gens ne veulent pas recevoir... En fait, réussir à recevoir ces journalistes-là ou ne leur demandent pas quand aussi ils sont là à faire grand-chose. Nous, on a encore cette ouverture-là à enquête parce que, voilà, moi, celle avec qui je travaille actuellement travaille plus en culture et elle fait des merveilles. Je suis tellement triste qu'elle doive rentrer chez elle. Mais voilà, après 3 ans, elle a terminé ses études. Il faut qu'elle y aille. Mais elle y aille avec déjà une expérience sénégalaise et nos rédactions restent ouvertes toujours à ceux qui ne sont pas des Sénégalais. Merci. Juste ajouter par rapport au CESTI. Moi, j'étais à l'ISEC, j'étais à Radio Océan FM. Je n'avais pas de formation. Je faisais géographie à l'université. Un jour, un de mes grands m'a amené à l'ISEC, où on me payait par bois. J'ai fait 3 ans là-bas avec une licence, mais tout le temps, j'allais faire le concours du CESTI. À 3 reprises, j'ai échoué au concours. À 3 reprises. La première, c'était sur Jacob Zuma. Qui est Jacob Zuma? Moi, comme un ancien footballeur, moi, je dis que c'est un joueur sud-africain éliminé. Pour les 2 autres, la même chose. Mais la 4e fois, j'ai réussi grâce à Mamles Camara. Il me disait tout le temps d'aller faire le concours du CESTI parce que je sentais qu'il y avait quelque chose en moi et qu'il fallait que je fasse le concours du CESTI pour pouvoir subir cette formation. Et quand j'ai réussi au concours du CESTI, je me suis dit là, le premier cours au CESTI, je me suis dit que ce sera la bonne. Parce que là, déjà, on vous amène sur le terrain avec un dictaphone, là où j'ai appris le journalisme. J'ai fait 3 ans là-bas sans pouvoir toucher un dictaphone. Je ne savais même pas ce que c'était un dictaphone. Et au CESTI, au premier cours, on vous donne un dictaphone et on vous envoie à Colobane pour aller faire un reportage. Et l'anecdote, le dictaphone, je l'ai allumé du CESTI à Colobane, la distance. Quand on m'a expliqué, pour que je ne perde pas le son que je suis revenu avec 39 minutes d'enregistrement. Pour vous dire combien c'est important de passer par ces écoles de journalisme comme le CESTI, où dès le premier cours, on vous montre, on vous donne le matériel pour permettre de vous dire c'est ce que vous allez faire et puis de vous bonifier. À ma sortie au CESTI, je suis affecté à Ziguinchor où j'ai fait 8 ans. Et ça m'a permis déjà à Ziguinchor de faire mes éléments, de monter mes éléments par moi-même avec la machine et d'envoyer sur Dakar pendant ces 8 ans. Merci. Il ne faut pas attaquer notre école. Tu attaques l'ISEC là. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Awas Seydou Traoré de la Mauritanie. Je suis sortante aussi du CESTI et je suis aussi formatrice en journalisme mobile. J'aimerais peut-être pour davantage partager et comprendre en fait peut-être en quoi, sur le plan juridique, par rapport à l'arsenal juridique, le Sénégal est-il un bon exemple d'école de formation des journalistes, c'est-à-dire le cadre juridique, en quoi est-il protecteur des journalistes? Et aujourd'hui aussi, à l'ère du numérique, comment le journalisme au Sénégal essaye de s'adapter et d'innover aussi?
Bon, déjà, on a un code de la presse qu'on a attendu pendant plus de 10 ans. Le code de la presse, parce que le code de 1996 était obsolète. Ce code-là, quoi qu'on puisse dire, quand même, donne des garanties aux journalistes dans l'exercice de leur métier. Mais il faut avoir la carte de presse, il faut être en règle. Si on est en règle, je pense que le journaliste, sur le plan juridique, il est protégé. Et aussi, il y a une convention collective pour les entreprises de presse qui garantit certains traitements, certains salaires pour les journalistes. Ça aussi, c'est un élément important qu'il faut reconnaître. Mais malgré tout, et c'est ça la difficulté principale, et c'est là aussi il faut un peu être compréhensif par rapport à ce qui se fait en ce moment, parce que tout simplement, nous tous, acteurs de la presse, nous avions demandé que ce secteur-là soit réorganisé. Peut-être que ce qui se fait actuellement, c'est comme qui dirait un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous voyez, on écrase tout en même temps. Il devrait peut-être y avoir plus de dialogue, plus de décisions inclusives, ce qui n'existe pas. Mais je pense qu'il est aujourd'hui important de distinguer ceux qui sont journalistes et ceux qui ne le sont pas. Nous avons beaucoup d'intervenants qui se disent influenceurs ou qui se disent... j'ai un ami malien qui utilise le terme directeur. Les directeurs, ce ne sont pas nous. Les directeurs, ce sont les gens qui font des directs sur les réseaux sociaux. Ce sont des directeurs. Vous voyez, les vidéomans, quoi. Vous voyez, donc, vous voyez, ce sont de nouveaux acteurs qui n'ont pas forcément les principes éthiques en tête, encore moins des règles déontologiques, et qui donnent des informations qui, dans certaines zones, peuvent être assez dangereuses par rapport à la responsabilité. Mais malgré tout, au niveau du Sénégal, les journalistes, le problème actuellement, c'est beaucoup l'autocensure, il faut le dire. Biguel l'a dit tout à l'heure. On a tellement... Et les gens qui le font, c'est plus par rapport aux insultes sur les réseaux sociaux. En fait, le gouvernement ne te dit rien. Si tu fais ton travail, il n'y a pas de souci. Mais il y a une armée, une meute, qui pendant 72 heures va t'insulter au point que ta propre famille, ta mère, ta femme, tes enfants vont te dire « n'interviens plus ». Et c'est ça le drame par rapport à la liberté de la presse. Voyez. Et je pense que nous devons être dans cette dynamique-là. On a des textes qui protègent la pratique journalistique au Sénégal sur le plan normatif, vraiment, à part quelques dispositions liberticides dans le Code de la presse qui va être peut-être révisé, tout est en place, mais encore une fois, la relation entre le public et les journalistes eux-mêmes, c'est cette relation-là qu'il faut assainir, c'est cette relation-là qu'il faut apaiser. Bonsoir, merci pour ce panel. Je me présente, je suis Ahmed Hedef de QLM Média, c'est un média tunisien en ligne. J'ai eu l'honneur d'ailleurs de rencontrer monsieur Mamadou Ndaye en hiver à Dakar. Et on a eu un échange excellent sur justement les réalités, parce qu'il n'y a pas une seule réalité justement, que ce soit au Sénégal ou dans l'Afrique de l'Ouest ou même en Afrique du Nord. Donc ma question justement, c'est par rapport à la diaspora. En fait, c'est une question qui est devenue de plus en plus récurrente et qui relève une réalité autre. En fait, moi, je me demande, en fait, comment cette diaspora joue-t-elle un rôle à forger l'opinion publique justement à l'intérieur du Sénégal? Tu peux répéter la question? En fait, la question, elle est simple. Comment la diaspora sénégalaise joue-t-elle un rôle à justement forger l'opinion publique au Sénégal, bien évidemment? Alors, la diaspora sénégalaise, quand même, il faut dire qu'elle est très présente, très puissante, mais plus sur le plan économique. Ouais, on attend les envois à la fin du mois. On attend aussi... En réalité, ils ont beaucoup travaillé pour la mise en œuvre de PASTEF, le parti actuellement qui dirige le Sénégal, par les cotisations, par tout ce qu'ils envoient par rapport... Mais sur le plan idéologique, en fait,
ça, je pense que je peux le dire, au Sénégal, quand on va à l'extérieur, en général, on ne s'adapte pas. Hein. Les valeurs, bon, c'est plus, voilà, on est là, on se rencontre entre nous, on fait les trucs entre nous, des trucs comme ça. Bon, sur le plan idéologique, je ne suis pas sûr que la diaspora puisse être opérationnelle par rapport à ce qui se passe au Sénégal. D'une certaine façon, la diaspora, quand on l'évoque au Sénégal, on pense plus aux envois à la fin du mois. On pense plus à la possibilité de réaliser tel ou tel projet. Pape, qui est là, qui est un grand influenceur. Est-ce que Pape même accepte d'être appelé influenceur? Pape est un producteur de contenu, voilà, qui est très célèbre sur les réseaux sociaux. Et moi, je l'ai vu, hein, je le revois ici. Je l'ai vu il y a dans cette semaine-là seulement. Voilà, accompagner des gens pour la construction d'un puits. Je l'ai vu jouer avec des enfants aussi. Bon, je ne sais plus c'est où. Peut-être qu'il pourra partager son expérience. La diaspora, on les attend plus sur des projets de développement que sur l'intervention même. Parce que bon, en général, on évite d'intégrer certaines dimensions parce qu'on va vous dire que tu es assimilé maintenant, tu es ceci ou tu es cela. Pour la plupart du temps, c'est une intervention économique ou sur le plan du développement. Mais quand même, il faut le dire, quand on parle de diaspora aussi, on a des gens qui sont dans les grandes instances internationales. Par exemple, à Ousmane Ndiaye qui était là, qui est une grande référence au Sénégal. Ousmane Ndiaye est un diplômé du CESTI qui a été un peu partout, dans les médias en France. Récemment, il a quitté TV5, vous voyez. Il travaille beaucoup avec nous pour la réalisation de certaines formations sur des questions spécifiques. On a aussi Makhtar Diop, qui a été un ancien de la Banque mondiale, qui travaille beaucoup avec nous dans le cadre de projets de développement, etc. On a beaucoup de personnalités de la diaspora qui soit interviennent financièrement pour aider, soit qui implémentent des projets de développement. Voyez. Et aussi, par rapport à tous ceux qui sont formés, parce que notre diaspora, elle est vaste. Hein. Toute personne formée au CESTI s'appelle cestien. Et du coup, nous, au CESTI, on n'utilise pas le terme étranger. On dit, soit tu es sénégalais, soit tu es non sénégalais. Mais on n'utilise pas le terme étranger chez nous. Et si vous êtes cestien un jour, Awa, vous êtes cestien toujours. Toujours. Awa, elle est malienne, Mauritanie, elle est de la Mauritanie. Mais Awa, elle se définit comme une cestienne. Notre nationalité, c'est cesti. Voilà. Alors, je voulais juste ajouter quand même que une partie de la diaspora sénégalaise a quand même été très active lors de la crise politique. Parce qu'à un moment, on arrêtait beaucoup de gens qui étaient sur le territoire sénégalais et qui s'en prenaient au régime de Macky Sall. Et il y a eu énormément de lives avec ceux qui étaient hors du pays et qui s'attaquaient au régime actuel. Et c'est pour cela que quand le régime actuel est arrivé, il y a eu quand même des vagues de retour au pays. Et aujourd'hui, ça continue encore. Il y a des gens qui font des lives pour parler de la politique et qui sont suivis. Celui qui est au Canada, Mola Morgan, à un moment de la crise politique, arrivé à avoir des vues extraordinaires sur TikTok avec des lives. Et le mec qui se prenait pour je ne sais qui, mais c'est-à-dire ces lives étaient très attendus. Il disait par exemple, aujourd'hui à 20h, que tout le monde m'attend, j'ai des informations chaudes. Il disait informations chaudes. Et tout le monde y allait. Et après, c'était aussi des reprises, et même par des sites d'information générale qui reprenaient des fois ce qui était de la désinformation. Donc quand même, ils ont eu, pendant cette période de crise politique-là, une certaine visibilité, ont participé à donner des informations, qu'elles soient vraies ou fausses, mais elles ont été quand même assez présentes. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Bonsoir, c'est super intéressant tout ce que vous dites. J'ai une question. Justement, vous le dites, Madame Bob, parlant de désinformation. Évidemment, ça joue un rôle néfaste un peu globalement, ça divise les sociétés. C'est quoi le rôle de la désinformation au Sénégal et comment les médias classiques, d'État ou privés, s'y affrontent et essayent de lutter contre les désinformations? Merci. Malheureusement, il n'y a pas mon collègue d'Africa tchèque, Valdez Ondana, n'est pas là, mais il y a beaucoup de rédactions maintenant qui intègrent le fact-checking
dans leur manière de travailler. On va dire que le fact-checking ne devrait pas exister, comme on dit très souvent, si les journalistes faisaient le travail requis à la base, parce que c'est juste du recoupement. Mais ce qui rend difficile le travail chez nous, c'est cette absence-là d'accès à l'information. Donc, même pour vérifier une information, l'autorité n'est pas obligée de vous donner ce que vous lui demandez. Et généralement, on est obligé de travailler dans ce contexte-là. Mais il y a beaucoup, effectivement, il y a énormément de désinformation ou d'infox, je ne sais pas comment on va qualifier cela, qui circule. Et la course vers l'information fait que beaucoup ne prennent pas le temps de vérifier. Il y a eu cet épisode il n'y a pas longtemps de la fausse lettre du Premier ministre qui a fait beaucoup de mal. Beaucoup l'ont repris, des médias classiques et tout. Mais parce que même ceux qui travaillent avec le Premier ministre contactés n'ont pas voulu dans un premier temps dire si c'est une vraie lettre ou pas. Est-ce que dans ce genre de cas-là, il faut ne pas traiter l'information, sachant que c'est monnaie courante dans les services presse de nos agences publiques et ministères, ou est-ce qu'il faut traiter l'information et le lendemain se retrouver et qu'on nous dise que non, c'est une fausse information? Donc il y a aussi cette difficulté-là. Des fois, les journalistes, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas vérifier, mais ceux qui doivent leur donner la bonne information ne veulent pas réagir. Ce qui rend complexe le travail. Mais il y a beaucoup d'initiatives pour lutter contre la désinformation. Il y a un module pour les étudiants en master au CESTI. Pour nous, moi j'ai fait le master au CESTI. Et qui dit, en fait, il y a un module sur la désinformation, surtout dans les zones de conflit. Exactement, médias et conflits. Et c'est un zoom sur la désinformation. Il y a aussi des initiatives privées. Comme je l'ai dit, il y a Africa Check qui fait beaucoup de choses. Et il y a d'autres initiatives. Moi, dans la rédaction pour laquelle je travaille, on a au moins 4 journalistes qui ont été formés au fact-checking. Et pendant la campagne électorale pour les législatives, on avait initié ce qu'on appelait le fact-checking express. Et c'était pour vérifier certaines informations données soit par des politiques, soit par le public, et qu'on puisse donner la bonne information le lendemain. Chez nous aussi, ce qu'on a adopté maintenant, c'est les fiches d'information. Actuellement, par exemple, au Sénégal, on parle beaucoup de cautionnement, de caution, de consignation. Et c'est lié à la reddition des comptes. Les journalistes utilisent ces mots, mais le public n'arrive pas toujours à savoir ce que cela signifie ou qu'est-ce que cela implique. Donc nous, par exemple, notre média, ce que nous faisons, c'est que des fois, nous faisons des fiches d'information et nous les valorisons. Cet article, aujourd'hui, est à la une. Et on donne l'information, en fait, la personne pour qu'elle puisse savoir c'est quoi une caution, c'est quoi le cautionnement, c'est quoi la consignation et qu'est-ce que cela implique. Et pour nous, c'est une manière aussi de lutter contre la désinformation parce qu'on utilise tout cela des fois pour manipuler et c'est notre manière, oui, je l'ai dit, de lutter contre la désinformation. S'il y a quelqu'un d'autre qui va en parler. Alors, je dirais que nous, des radios communautaires, nous avons également été initiés, c'était dans le cadre de la Covid, dans le cadre d'un projet qui nous unissait avec une collaboration avec Africa Tech sur financement de Google News Initiative, où on avait intégré le théâtre radiophonique à partir des informations qu'on recevait sur la pandémie, de vaccins, de messages, de vidéos, de photos qu'on partageait généralement sans savoir l'authenticité, l'origine de ces images. Et nous étions outillés à faire du fact-checking
dans les langues locales, en Wolof, on partait d'une image partagée ou d'une vidéo pour demander ou donner la parole aux experts d'Africa Tchèque qui revenaient sur l'origine de la photo. Quand est-ce qu'elle a été utilisée pour la première fois, par qui et dans quel contexte cela a été fait. Ça, nous l'avons fait également à partir de comédiens, 8 comédiens qui avaient un rôle à jouer dans le cadre de cette Covid-là pour permettre et faire connaître aux citoyens que toutes les informations qu'ils reçoivent à partir de WhatsApp, à partir de TikTok, ne sont pas des messages à partager, surtout quand on ignore l'authenticité, l'origine et le contexte dans lequel cette information a été produite. Et ça nous avait permis de mieux comprendre, nous également, sur le fact-checking, d'être formés en période de pandémie, en période électorale. Reporters sans frontières nous avait également outillé les femmes donc, de ces radios à mieux faire face à la pandémie en période électorale, juste pour dire qu'on n'est pas en plein pied là-dedans, mais au moins il y a de petites initiatives qui ont été menées dans ce sens pour permettre au moins d'être outillés et de mieux comprendre généralement ce qui se passe, et nous ne devons pas généralement être en reste dans ces conditions ou ces situations spécifiques et particulières. Voilà, juste ajouter que nous, du service public, parfois on est confronté à cette situation, cette désinformation. Il vous arrive d'être en direct sur le plateau, on vous envoie un message pour nous dire telle information s'est passée. Vous qui êtes en direct, vous n'êtes pas en possibilité de vérifier. Donc vous vous référez à votre... Il y a une semaine, il y a 2 ou 3 semaines, j'étais en direct à l'émission Kenkeliba. Le matin, on vous envoie un message pour nous dire le calife des Layènes, une confrérie à Pire, est décédé. À 5h30 du matin, à 6h30 du matin. Comment vérifier cette information? Il m'a fallu que l'un de nos invités intervienne pour que je puisse envoyer un message à une collègue qui est de la communauté, qui habite là-bas. Je lui ai envoyé un message, elle me dit, j'habite ici, j'entends des cris, mais je vais vérifier pour toi. Parce que déjà, même quand j'ai reçu l'information que c'était vérifié et que c'était vrai, je n'étais pas en mesure de donner en direct l'information. Parce que parfois, au Sénégal, vous savez, c'est assez sensible, une communauté qui perd une personnalité. Il faudra attendre d'abord de l'enterrer pour que l'information puisse circuler. Donc, il nous a fallu attendre la fin de l'émission, puis de demander à notre rédacteur en chef qui était lui aussi n'était pas au courant, de lui dire que cette telle information s'est passée. On a vérifié auprès de telle personne, de la chargée de communication, qui nous a confirmé l'information. Ce sont ces genres de problèmes que l'on rencontre quand on est du service public. Et puis, on vous envoie un communiqué fake, en direct, pour vous dire de le lire en direct. Alors là, si vous ne vérifiez pas, vous tombez. Dernièrement, il y avait une radio qui avait en direct aussi annoncé le décès d'une personne. Et la personne appelle en direct pour démentir l'information. Ça nous arrive. Et puis, ce sont des genres de choses à éviter. Je voulais aborder justement la question de la désinformation dans le domaine de la recherche. Nous faisons beaucoup d'activités de recherche sur cette question-là. Concernant certaines organisations, on a travaillé avec l'IPSI de Tunis sur une recherche dans ce sens, avec article 19 aussi. L'OIF, avec qui nous travaillons dans le cadre de cette problématique-là, lors de l'élection présidentielle au Sénégal, nous appuie aussi dans ce domaine-là. Il faut dire que la désinformation, elle est présente. Elle est présente au Sénégal, comme peut-être dans tous les pays. Mais nous, sur le plan des curricula, ce que nous avons fait, c'est qu'on a revu l'offre de formation en intégrant un cours de fact-checking en 2e année et en 3e, en partenariat avec Africa Tchèque. Donc, ce sont ces dispositifs-là que nous mettons en place, et toujours aussi appeler les jeunes qui veulent devenir des journalistes, ou même les journalistes en formation, dans le cadre de la formation continue, à beaucoup travailler à utiliser leur bon sens. Aujourd'hui, dans les groupes WhatsApp, et ils ont tous des groupes WhatsApp, hein, les journalistes ici, tout le monde est membre d'un groupe WhatsApp dans lequel, à 5h du matin, on a toutes les unes des journaux. Toutes les unes des journaux du Sénégal. Il y a des unes qui sont retravaillées ou traficotées par des gens. Si vous ne faites pas attention, dans la revue des titres qui se fait après le journal du matin, on a tendance à vouloir faire passer des informations qui ne sont pas vérifiées en réalité. Voyez, et c'est une problématique qui, quand même... et moi, j'avais noté une formule très intéressante d'un doyen il y a en 2022 à Tunis, c'était à l'IPSI, dans le cadre d'un colloque,
un collègue, je pense, assez âgé et retraité, je ne me souviens plus de son nom, avait dit « la vérité peut passer la nuit ». Voyez, il ne faut pas se précipiter à vouloir donner en exclusivité des informations alors qu'elles ne sont pas vérifiées. Merci, M. Ndiaye. Juste rajouter que cette désinformation n'est pas quelque chose qui est uniquement propre aux médias sénégalais. Je me rappelle en 2021, quand cette formation se faisait à l'intention des journalistes et animateurs des radios communautaires, c'est RFI qui avait annoncé ce jour-là la disparition de Maître Abdoulaye Wade, ancien président du chef de l'État. Et malheureusement, voilà, on a tendance à dire que c'est quelque chose qui est propre à nous, mais on se rend finalement compte que c'est quelque chose qui parcourt un peu le monde. Merci beaucoup. Malheureusement, on va devoir arrêter parce que nous avons pris un peu de retard sur le programme et on pénalise le prochain panel. Je vous remercie tous les quatre pour vos interventions de qualité. Je remercie le public pour sa participation.